Dernier cours. Donc, bienvenue au cours. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va être la séance, ça va être la fin. On va essayer de reprendre la séance. La séance un peu, en fait, on va résumer un peu tout ce qu'on avait vu lors du dernier cours. Et puis, on va essayer aussi d'avancer avec un autre module. Donc, on va terminer le module sur l'identité. Et puis, et puis, on verra le module sur le groupe. Donc, la dynamique de groupe, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Pourquoi c'est important d'étudier les groupes en psychologie sociale, les différents types de groupes. Donc, c'est tout ce qu'on verra par la suite. Mais pour l'instant, on commencera d'abord par résumer un peu ce qu'on avait vu rapidement, vraiment rapidement. Donc, dans le dernier cours, on avait vu que la psychologie sociale, c'est une science, tout comme les autres sciences, tout comme les autres sciences, elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les individus s'influencent les uns les autres et plus particulièrement dans des contextes spécifiques, dans des contextes d'interaction, dans des contextes d'échange comment un individu peut arriver à mobiliser, d'accord, son leadership pour influencer des groupes, pour influencer un autre individu. Donc, que ce soit, ça peut être dans des relations interindividuelles, ça peut être dans des relations interindividuelles de groupe ou d'autres formes de relations. Mais ce qui arrive, c'est que l'individu peut de par de sa capacité, de par de son charisme, arrive à mobiliser des individus à travers ce qu'on appelle les masses médias, mais aussi l'individu peut arriver à mobiliser à travers tout ce qu'il a comme capacité, comme potentiel de leadership. Donc, la psychologie sociale, c'est d'abord et avant tout une science d'influence. Ça étudie l'influence d'un individu sur un groupe ou l'influence, d'accord, d'un groupe sur un individu aussi. Donc, ou l'influence d'une personne sur une autre personne, Euh, que ce soit à travers la soumission, par exemple, la soumission à l'autorité, d'accord? Donc, ce sont autant de choses auxquelles la psychologie sociale s'intéresse. Donc, on avait vu également que selon l'APA, en fait, la psychologie sociale ou les psychologues sociaux s'intéressent à tous les aspects de la personnalité et de l'interaction sociale, mais ceci en essayant d'explorer le plus possible l'influence des relations interpersonnelles, interpersonnelles de groupe sur le comportement humain. On avait dit aussi le comportement humain, c'est tout ce qui est manifeste, tout ce qu'on peut voir, sentir, toucher, tout ce qui est manifeste aux cinq sens. D'accord? Ça, c'est les comportements, la manière de marcher, de parler, ça, c'est les comportements. Mais il n'y a pas que les comportements quand on étudie la psychologie ou la psychologie sociale. Il y a aussi ce qu'on appelle les processus mentaux supérieurs, dont la mémoire, l'intelligence, la personnalité, tout ce qu'on ne peut pas voir. Donc, maintenant, je crois qu'on avait dit aussi qu'il y avait eu pendant le parcours de la psychologie comme science, il y a eu tout un débat, il y a eu tout un combat entre l'idéalisme et ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme et le matérialisme. Donc, c'est-à-dire l'approche matérialiste de la psychologie voit ou préfère regarder, en fait, s'intéresse davantage, l'aspect matériel s'intéresse davantage à ce qu'on appelle le comportement humain. C'est-à-dire, quand on parle du comportement humain, dans le contexte behavioriste, on voit tout ce qui est observable. Ce qui n'est pas observable n'est pas scientifique. Ça, c'est l'approche scientifique ou bien un peu scientifique même de ce qu'on appelle la psychologie. Donc, et puis, il y a l'autre approche qui est une autre approche, une autre manière de voir la psychologie, donc de comprendre la psychologie, oui, comme une science, oui, ça c'est vrai, mais en fait, qui ne s'intéresse pas
qu'aux aspects qu'on peut observer, mais aussi qui s'intéresse à des aspects qu'on ne peut pas observer, tels que l'intelligence, par exemple. On ne peut pas observer l'intelligence, tu vois. Vous voyez les mécanismes. Pourquoi je réponds plutôt à cette question qu'à d'autres questions? Donc, euh, ça, c'est les choses qu'on ne peut pas observer. Donc, on ne peut pas observer les émotions, vous voyez? Donc, c'est-à-dire les processus mentaux supérieurs, la pensée, la réflexion. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles la psychologie s'intéresse, ou la psychologie, un psychologue social peut, pourquoi pas, ou une psychologue sociale peut s'intéresser, mais sauf que, par exemple, le plus important dans tout ça, c'est comment cet individu, à travers sa pensée, arrive à influencer des relations interpersonnelles ou interpersonnelles de groupe ou d'autres comportements. Donc, ça, c'est important. On a aussi vu que, en fait, la personnalité, selon Walter Mischel, qui est un psychologue viennois, ce sont les modes de pensée en fait, y compris sur les modes de pensée, y compris les émotions, d'accord, qui caractérisent une personne, d'accord, aux différentes situations de sa vie. Donc, on avait vu que la personnalité se diffère un peu, se diffère euh, de l'identité, parce qu'on a tendance souvent à confondre dans les deux. Donc, en fait, est considéré comme personnalité, d'accord, ce qui permet à une personne, c'est-à-dire c'est cette façon, c'est la manière dont une personne s'exprime, d'accord? Donc, dans une situation donnée, se comporte dans une situation donnée. Donc, ça, c'est la personnalité. Puis, autre façon de concevoir la personnalité, il faut voir la personnalité comme un masque. C'est-à-dire, c'est cette manière de se présenter. Ça, c'est la personnalité, tandis que on avait vu que l'identité, c'est plutôt une manière de se percevoir. D'accord? Donc, la manière de se présenter, la manière de se percevoir, c'est totalement deux choses totalement différentes. Donc, on avait vu ça et puis on avait compris aussi que l'identité, en fait, contient un caractère permanent. Par exemple, mes yeux qui m'identifient, en fait, les empreintes digitales, d'accord? Donc, mon visage, ma face. Donc, tout ça, c'est des traits, des aspects, d'accord, qui permettent à quelqu'un de s'identifier, de se différencier par rapport à quelqu'un d'autre. En fait, quand on présente une pièce d'identité, une carte d'identité, en fait, c'est écrit sur la carte ou sur la pièce, en fait, yeux verts, yeux bruns, yeux noirs, etc. Donc, tout ça, c'est pour différencier la personne. Donc, lui, là, il fait 1,60 m, l'autre monsieur, il fait 1,80 m. Donc, autant de choses. Lui, il est de race caucasienne, d'accord, blanc. Et lui, il est noir, il est arabe, il est euh, comment, en fait, je sais pas, mais musulman, il est chrétien. En fait, autant de choses qui arrivent à différencier un individu d'un autre individu. Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent en fait, la religion est un élément qui permet à quelqu'un de s'identifier. De s'identifier, je suis chrétien, je suis musulman, je suis vaudou, je suis athée, donc je suis agnostique. Donc, autant de choses qui permettent à quelqu'un de s'identifier et de se différencier aussi. Parce que ce qui arrive dans l'identité, en fait, quand on essaie de s'identifier, on essaie en même temps non seulement de dire qu'on est singulier, qu'on est unique, qu'on est, en même temps, on essaie de dire qu'on est semblable à d'autres catégories. C'est-à-dire, si je dis que je suis chrétien ou je suis vaudouisant, quand je dis je suis chrétien, je dis que je ne suis pas musulman, je ne suis pas vaudou, et je m'identifie à une catégorie, à un groupe de personnes qui sont chrétiens et qui sont chrétiennes, qui ont des valeurs propres, qui ont une manière de penser, qui ont une manière de voir la réalité, qui ont une cosmogonie, qui ont, qui ont une manière de se voir dans le monde, d'accord, qui a une approche du monde qui est, pourquoi pas, totalement différente des autres groupes religieux ou des autres groupes qui ne sont pas religieux, tout court. Donc, cette manière de s'identifier, c'est-à-dire quand on s'identifie
en même temps, on essaye, sans le vouloir, ou peut-être consciemment ou inconsciemment, on essaie aussi de s'identifier, on essaie de se rapprocher des groupes et on essaie de se distancier de d'autres groupes. On essaie de rapprocher, d'accord, des autres, on essaie de se distancier d'autres éléments du groupe. Donc, cet aspect est très, très important. Donc, on ne peut pas parler d'identité sans, sans ces choses-là. Donc, c'est juste pour vous dire que l'identité, c'est aussi ça. Bon, je crois qu'on avait vu aussi que l'identité est un concept qui est distinct de la personnalité. On avait vu tout ça. Donc, la personnalité s'occupe plutôt de l'aspect extérieur, d'accord? C'est-à-dire la façon dont je me présente. Tandis que l'identité s'occupe, en tout cas, s'intéresse plutôt à la manière dont la personne se perçoit. Donc, c'est plus interne, intime à la personne. Donc, la personne s'identifie. euh, d'accord? On peut aussi identifier la personne à des groupes, mais il se pourrait bien, par exemple, je crois qu'on avait donné un exemple intéressant la semaine dernière. On s'est dit, par exemple, il y a en fait, la transracialité, c'est un concept important. Pourquoi je crois que c'est important? C'est-à-dire, je peux être, je suis né blanc, caucasien, les yeux verts, et je peux m'identifier comme noir, par exemple. Et c'est tout ce qui est important dans l'identité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait que d'autres personnes s'identifient à des groupes ou à des classes ou à des catégories, mais aussi c'est parce que l'individu, c'est ce qui fait toute la beauté de l'identité, parce que la personne aussi peut s'identifier aussi. Aujourd'hui, la transracialité nous montre que comment des personnes, des individus qui sont nés noirs, qui sont nés blancs et qui s'identifient, par exemple, comme non noirs, qui sont nés noirs, ou des blancs qui s'identifient comme noirs, ou des blancs qui s'identifient comme asiatiques. D'accord? Donc, et en fait, d'autres personnes arrivent à pousser encore plus loin des personnes humaines, c'est-à-dire on les identifie comme des personnes humaines. Au fond, ils disent, écoute, nous, on ne veut plus qu'on nous identifie comme des humains, on est des chiens. D'accord? Il y a par exemple beaucoup de manifestations. Je peux vous envoyer des liens, en fait, en Allemagne, des personnes de nos jours qui s'identifient comme des chiens. C'est-à-dire qui manifestent, d'accord, pour demander au gouvernement de les considérer comme des chiens. Et c'est ça, c'est là toute la beauté de l'identité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le fait est que on veut, ce n'est pas le fait qu'on veut qu'on nous identifie comme homosexuels, comme hétérosexuels, comme transgenres, comme asexuels, comme intersexuels, mais on, de plus en plus, des individus disent, écoute, nous là, on n'a pas de sexe, par exemple. On fait plus se reconnaître dans les schèmes sexuels en tout cas, tels que connus ou tels que normalisés actuellement. Donc, nous, on n'est pas dans ces catégories-là. Vous voyez, donc, euh, c'est ça. Donc, c'est c'est des individus qui ne veulent pas qu'on les identifie à une catégorie sexuelle ou religieuse, ou des individus qui ne veulent pas qu'on les considère du tout comme humains. Juste, on est des chiens, ou on est des crapauds, on est des singes. Donc, de plus en plus, je suis l'actualité. En Europe, beaucoup de gens commencent à s'identifier plutôt comme comme des chiens, plutôt que de s'identifier comme des humains. Donc, vous voyez toute la fragilité de l'identité, mais aussi des groupes sociaux, des peuples, des personnes, des groupes de personnes qui étaient victimes de l'esclavage, qui étaient victimes en fait, de la traite de l'esclavage ou d'autres formes d'abus. Euh, les camps de concentration, les Juifs ont été victimes de ça. Donc, toutes ces personnes-là aussi revendiquent d'autres identités
et où il y a une lutte pour la reconnaissance, pour reprendre l'expression de d'Axel Honnête, qui nous disent que, écoute, la base de tout ça, c'est la justice, l'identité et l'amour, la quête de l'amour. Donc, les individus essayent de s'auto-aimer, d'accord? On développe tellement de formes de relations. Donc, les individus peuvent aujourd'hui tomber amoureux, d'accord? On est amoureux d'un arbre. On peut être amoureux d'un on peut même se marier en France, d'accord, avec un mort, d'accord, ou une morte. Donc, c'est avec quelqu'un, avec une personne décédée. Donc, c'est juste pour vous dire que, mais tout ça fait partie de ce qu'on appelle la capacité de l'individu à l'autodétermination, à auto-s'identifier aussi, à s'identifier comme comme il veut, comme il le veut bien. Donc, ça montre la fragilité un peu de tout ça. Bon, on avait vu aussi que, en fait, il y a des caractéristiques physiologiques et d'autres physiologiques, l'apparence corporelle, l'apparence physique. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie d'une identité. Donc, je peux t'identifier ou je peux identifier quelqu'un comme noir, comme blanc, comme arabe, comme asiatique. Donc, je peux toujours me tromper. Mais, c'est-à-dire, il y a les caractéristiques phénotypiques qui nous permettent de catégoriser. Donc, vous savez que l'individu, en temps normal, essaye toujours de catégoriser les gens, catégoriser pour mieux comprendre, pour mieux appréhender le monde. C'est comme, genre, en fait, c'est comme au-delà de cette tentative de catégoriser, de mettre des gens dans des sphères, dans des cases, on ne peut pas les nommer. Donc, tentative de vouloir tout nommer, de vouloir tout nomenclaturer, donc, nous pousse aussi à coller des étiquettes sur des gens. Donc, il y a des éléments d'ordre culturel aussi, c'est-à-dire les valeurs, par exemple, les valeurs, les croyances, d'accord, les histoires, donc, qui font partie aussi de l'identité. C'est-à-dire, en fait, là, je vais rebondir rapidement. Quand l'artiste Tafa Soleil a dit, par exemple, quand quelqu'un qui est noir ne peut pas être chrétien, par exemple. Donc, on peut toujours critiquer, écoute, sa posture qui est un peu, je peux dire un peu, genre, je dirais, problématique en même temps, mais ce qu'elle a dit a un fondement, c'est-à-dire le fondement, c'est un fondement socioculturel, c'est-à-dire elle pense que, vu l'histoire de Noir, mais pas n'importe quel Noir, parce que tous les Noirs n'ont pas la même histoire, par exemple. Il y a des Noirs qui n'ont jamais été esclaves. Il faut le comprendre comme ça. Mais un Noir haïtien, par exemple, qui a connu l'esclavage qui a été orchestré par, d'accord, les chrétiens, d'accord, les chrétiens étaient, écoute, étaient des avant-gardistes de l'esclavage. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas, par exemple, être chrétiens, ne pourraient pas être chrétiens, ou du moins, en tout cas, c'est genre une forme d'irrespect pour les ancêtres, ou une forme de déni, d'accord, une forme de déni culturel, le fait qu'on soit noir et être chrétien. Bon, elle n'a pas tout à fait tort, elle n'a pas tout à fait raison. Donc, on avait montré comment, par exemple, pourquoi pas, un noir éthiopien, par exemple, si vous lui racontez ça, écoute, ça n'a aucun sens pour lui. De toute façon, l'Éthiopie n'a jamais connu l'esclavage, mais deuxièmement, par exemple, les premiers convertis dans le monde, d'accord? Donc, étaient des Éthiopiens. Donc, c'est dans la Bible. Donc, pour vous dire quoi, c'est que c'est juste pour le Nil qui est l'Éthiopien. Donc, vous connaissez cette histoire dans l'acte des apôtres. Donc, les premiers convertis étaient des Noirs. Donc, c'est-à-dire, les Noirs étaient des chrétiens avant même que l'Occident a volé le christianisme ou a kidnappé le christianisme comme l'Occident le fait. Mais ça, c'est des thèses. Mais maintenant, notre appréhension de Dieu, c'est-à-dire le fait de s'identifier à Dieu, d'accord, en tant qu'haïtien aussi, en fait, ça peut nous amener à questionner quel Dieu, par exemple. Moi, je crois dans le Dieu.
du bois caïman. Pourquoi je crois dans le Dieu du bois caïman? Parce que le Dieu du bois caïman, c'est le Dieu qui, pourquoi pas, a créé le soleil, d'accord? Écoute, c'est le Dieu, ce serait le vrai Dieu selon Bookman. Un noir qui aurait cru dans le Dieu de Bookman, est-ce que cela posera un problème? Mais est-ce que le Dieu de Bookman est un Dieu chrétien? Je m'en doute, d'accord? Donc, c'est pour vous dire, c'est toute la problématique de ça. On avait vu tout ça ensemble. Donc, pour vous dire que c'est en fait, en tant qu'intellectuel, ce n'est pas le fait d'essayer de donner raison ou de donner tort à quelqu'un, mais c'est le fait de poursuivre le débat, d'avancer le débat et pourquoi pas d'essayer de comprendre hein, la perspective de la personne donc, pour dire, écoute, si la personne a tort, où est-ce que où se situe ça? Et si la personne a raison, où se situe ça? Donc, euh, autant de choses qu'on avait vues. On avait vu que Erickson, des, c'est l'un des esprits qui a initié, d'accord, le concept de l'identité à travers ce qu'on appelle la crise de l'identité et comment il avait prolongé ce qu'on appelle le paradigme de la psychanalyse, comment, par exemple, l'identité, en fait, sa perception de l'identité, d'accord, l'aspect d'identification, la notion d'identification qui est importante pour, euh, pour Erickson, c'est-à-dire Erickson, quoi qu'il dit, est dans une quête permanente d'identification. Donc, l'individu ne peut pas vivre sans l'identification. Donc, c'est primordial pour l'individu et pour tout individu. Bon, donc, en cours, on avait vu que chacun construit son identité à partir d'un ensemble de composantes, d'accord, ces composantes qui font partie de sa réalité, sa famille, d'accord, on est de quelle famille, sa culture, en fait, sa communauté, son école, donc son église, écoute, son badji, d'accord, écoute, ses danses voodoo ou son culte. Au soleil, peu importe, peu importe. Donc, il y a toute une catégorie, il y a une pléiade de manières, il y a une pléiade d'éléments, pardon, qui participent dans la construction de l'identité. C'est pour ça qu'on avait dit aussi que l'identité est un construit et ce construit, c'est un construit mosaïque. D'accord? C'est l'image, il faut avoir en tête, quand on parle d'identité, l'image de l'hologramme. C'est-à-dire beaucoup d'éléments qui s'imbriquent ensemble et de plus, d'accord? Permets-moi le pléonasme, non seulement ces éléments s'imbriquent ensemble, mais on ne peut pas enlever un élément et laisser les autres parce que tous les éléments se mêlent ensemble et puis l'individu essaie à des situations données, se positionner par rapport à tel élément et dans d'autres situations se situe plutôt dans d'autres coin de l'ensemble. Donc, l'exemple qu'on avait donné, c'est qu'on disait que on pouvait prendre n'importe quel étudiant sur le forum ici, présent. Donc, cet étudiant peut être étudiant dans le cours dans le cours de professeur Larose. Et puis, lui, il est aussi directeur général d'une boîte, d'accord? Et mais quand il est dans la boîte, c'est le directeur. Quand il est sur le forum, dans le cours qu'on donne, le cours de psychologie sociale, il est étudiant. Quand il est chez lui, il est père de famille. Quand il est à la maison, en fait, quand il est allé en province aller voir sa famille, il devient un enfant, l'enfant de sa mère, l'enfant de son père. Mais quand il est dans, je ne sais quoi, dans ces cérémonies vaudou, vous voyez, il est empereur. D'accord, un professeur, je peux être son professeur dans la classe. Donc là, en fait, je m'identifie comme professeur, on m'identifie comme professeur, vous voyez. Mais quand on est dans la cérémonie voodoo, je ne suis plus le professeur, je suis juste un initié et c'est lui maintenant qui est l'officiant, donc c'est lui le boss. Donc, juste pour vous dire, là, en fait, l'identité, c'est quelque chose qui est très dynamique. Bon, maintenant, en fait, pour aller plus vite, bon,
Donc, on avait vu que l'identité est toujours multiple. C'est ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'identité est multiple, c'est-à-dire il n'y a jamais, en fait, un individu n'a jamais une identité. Et c'est là toute la limite de la logique quand on dit que quelqu'un ne peut pas être chrétien ou ne peut pas être noir et être chrétien. D'accord? Donc, c'est toute la limite de ça parce qu'on n'a jamais eu une identité. D'accord? Il y a des personnes qui sont chrétiens et vaudouisants. Et écoute, il y a des cas comme ça. Il y a des personnes qui sont chrétiens, d'accord? Et puis, écoute, il est chrétien, mais il n'est pas adventiste. Il est chrétien, il n'est pas esclavagiste. Il y a des personnes qui sont chrétiens et esclavagistes. Il y a des personnes qui quelque peu être vaudouisants et pourquoi pas, et bizarrement, écoute, les esclavagistes ou ils croient dans la domination. Donc, et quelque peu être chrétien et être révolutionnaire. Donc, on a des exemples, les personnes, par exemple, avec qui ont initié la théologie de la libération. Écoutez, qui peut être plus, je dirais, écoute, anti-esclavagiste que ces personnes? Je ne crois pas qu'il y aurait plus esclavagiste, ne serait-ce que dans les discours. Bon, maintenant, dans les actions, en fait, je prends une distance par rapport à tout ça. Mais juste pour vous dire que, c'est-à-dire, l'identité est multiple, généralement multiple. Donc, c'est aussi dynamique. C'est aussi dynamique dans la mesure où l'individu essaye toujours de se projeter dans l'avenir, essaye toujours de redéfinir son identité. Par exemple, la manière dont on se voyait il y a 10 ans, c'est pas la même manière qu'on voit les choses, c'est la même manière qu'on se percevoir, par exemple. Donc, ça a évolué et dans 10 ans, ça va encore évoluer. Donc, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est dynamique et qui évolue. Donc, notre prochaine séance, ça va être sur l'identité culturelle. Donc, maintenant, je prends des questions, je prends juste 10 minutes pour les questions.